J'attendais pour... Je vous en prie. Donc, nous allons reprendre au début de l'article 34 avec un amendement numéro 31. Madame Le Hénan, pour sa présentation, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Donc, le présent article, dans sa rédaction actuelle, a un périmètre extrêmement large puisqu'il oblige à notifier toute faille de sécurité dont les éditeurs auront connaissance. S'il semble absolument nécessaire que ces derniers signalent dans les plus brefs délais de manière systématique à l'ANSSI les vulnérabilités et les incidents qui seraient susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale, cette obligation paraît disproportionnée si elle venait à s'appliquer à toutes les failles éventuelles. Donc l'idée, c'est de, finalement, après les mots « en cas d'incident informatique », ajouter les mots suivants « susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale ». Madame la rapporteure, vous avez un amendement en discussion commune. Le 99. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le Président. En fait, cet amendement vise à préciser que les incidents et vulnérabilités visés doivent être significatifs. Il procède ainsi à une clarification de la lettre du texte dans un souci d'intelligibilité du dispositif. Donc c'est par rapport à l'amendement de Mme Le Hénan, c'est votre avis sur son amendement, elle? Alors, effectivement, mon avis sur le sien, je partage l'objectif, bien sûr, mais l'article 34 prévoit qu'il est de la responsabilité des éditeurs de logiciels de déclarer donc leur vulnérabilité. Or, ceux-ci ne sont pas habilités à apprécier l'atteinte à la sécurité nationale, qui est une prérogative de l'État. Alors, donc, j'ai été néanmoins sensible à la volonté des acteurs de préciser et d'encadrer cet article. C'est la raison pour laquelle je souhaitais mieux définir ce qu'est un incident informatique et préciser le caractère significatif des incidents et vulnérabilités visés par les amendements de précision qui complètent le texte. Donc, je vous invite en revanche, pour la raison évoquée, de retirer votre amendement au profit du suivant, si vous en êtes d'accord. Allez-y, Madame Le Hénan. Oui, je vous suis, Madame la rapporteure. Alors, l'amendement de Mme Le Hénan fait retirer. J'ai M. Latombe et M. Bernalicis comme intervenant. Oui, merci. Oui, effectivement, on a une question là de portée de l'article 34. La rédaction, effectivement, de l'amendement CL31 posait une question qui était de savoir qui pouvait estimer que ça portait atteinte à la sécurité nationale, d'autant qu'un certain nombre de logiciels sont construits par des éditeurs qui sont même revendus à d'autres éditeurs qui les intègrent dans des solutions qui leur appartiennent. Et donc la vraie difficulté, c'était de savoir qui, au départ ou in fine, pouvait apprécier la notion de sécurité nationale. En revanche, l'amendement de la rapporteure qui donne une précision est peut-être à retravailler encore pour la séance pour intégrer quand même quelque part la notion de sécurité nationale. C'était l'objectif qu'on avait en chapeau de chacun des articles 32, 33, 34 et 35. Donc, est-ce qu'on pourra du coup l'intégrer? Parce qu'on ne parle pas du tout dans cet article de sécurité nationale. Or, c'était bien le principe qu'on s'était donné tout à l'heure après la discussion générale au moment de l'article 32. Donc oui pour le CL99 qui est, désolé, mieux rédigé que le CL31 parce qu'on avait un petit problème à ce niveau-là. Mais il nous manque encore quelque chose avec votre amendement, Madame le rapporteur. Je mets au voie l'amendement de la rapporteure qui vote pour. Pardon, M. Bernalicis, excusez-moi. Oui, merci. Je suis embêté parce que, si je comprends bien, l'objectif, c'est quand même qu'au sein de l'État, des administrations, on utilise des logiciels et des logiciels privés, évidemment, et qu'on est intéressé à savoir quand ils ont une faille de sécurité, une vulnérabilité qu'ils ont eux-mêmes détectée, pour savoir si nous-mêmes, du coup, dans les administrations, dans nos services, cette faille peut causer des dégâts qui soient autrement différents que chez n'importe qui d'autre. Or, vous l'avez dit, Madame la rapporteure, pour défendre votre opposition à l'amendement CL31 de Madame Le Hénan, que ce n'est pas ceux qui produisent les logiciels qui sont à même de savoir si ça va porter atteinte à la sécurité nationale. D'ailleurs, une faille qui peut paraître bénigne chez eux peut se révéler catastrophique chez nous parce que ça va être un point d'entrée pour ensuite mettre différents types de systèmes qui peuvent compromettre les données, les systèmes, les données essentiellement. Donc, il me semblait que c'était plutôt
dans l'esprit du texte de se dire d'avoir toutes les failles de vulnérabilité, sans les hiérarchiser a priori, et ensuite charge à l'ANSSI d'évaluer si ces failles et ces vulnérabilités sont effectivement problématiques pour nos services. Mais si on met un préfiltre en disant il ne faut mettre que celles qui sont significatives, c'est donc l'éditeur de logiciel qui va devoir décider de son propre analyse, de sa propre expertise, ce qui est significatif ou ce qui ne l'est pas. Or, est-ce que c'est ce qu'on veut? Que ce soit l'éditeur de logiciel qui lui-même se dise « Oh, bah ça, c'est pas significatif », sans pour autant qu'on ait de discussion derrière, de contentieux, de quoi que ce soit, puisque ce sera l'objet d'un amendement suivant de ma part, sur comment on fait pour rendre cet article opérant et effectif. Donc, moi, je vais défavorable à ces amendements parce que je suis, pour le coup, avoir le périmètre le plus large. Je mets au voie l'amendement de la rapporteure, le 99, qui vote pour, qui vote contre. Il est adopté. Le 39, monsieur Latombe. Oui, merci, monsieur le président. Il s'agit de pouvoir limiter l'information des clients qui sont des clients à usage professionnel. Nous avons pour la partie client particulier consommateur au titre du Code de la consommation d'autres possibilités de les informer. C'est fait par l'ANSSI par voie de communication. Quand il y a des fuites de données personnelles, c'est fait par la CNIL puisqu'elle a une obligation d'information qui lui est remontée de la part de l'éditeur du logiciel et donc d'information des clients pour la partie des données personnelles. Donc, pour permettre aux éditeurs de pouvoir se concentrer aux vrais bons interlocuteurs, c'est de pouvoir le faire avec des clients à usage professionnel, ce qui implique, si les logiciels sont utilisés par des éditeurs pour les intégrer dans leur propre solution et que, in fine, c'est une collectivité ou un hôpital qui soit face à la faille, qu'ils soient informés tout de même. Donc ça limite le champ de l'information aux clients professionnels, mais ça ne limite pas la portée du dispositif. On en a discuté avec l'ANSSI qui était favorable à cette limite-là parce que ça ne pose pas de problème pour eux en termes d'efficacité de la mesure. Madame la rapporteure. Alors, je comprends bien sûr le sens de votre amendement et partage son objectif, mais la rédaction que vous proposez est juridiquement insécurisante puisque les logiciels à caractère grand public peuvent être utilisés par des professionnels, ce qui est un cas qui n'est pas pris en compte dans cette rédaction. Alors, je vous invite à retirer votre amendement au bénéfice du CL 100, proposant de limiter les obligations d'information aux seuls utilisateurs professionnels. Je pense d'ailleurs ce que vous visez précisément dans votre exposé sommaire. Et par ailleurs, je sais qu'un travail de rédaction sur une définition des éditeurs de logiciel est en cours et aboutira, j'espère, au moins d'ici la séance publique, ce qui va aussi dans votre sens et apportera davantage de clarté et de précision au texte. Bien, monsieur, pardon, Latombe. Oui, je vais le retirer au bémol près que votre rédaction ne permet pas d'être sûr que l'ensemble des clients professionnels, que l'ensemble des logiciels sont concernés. Puisque vous aussi, vous êtes dans votre rédaction sur le CL100, vous parlez des utilisateurs professionnels. Donc il peut y avoir des logiciels qui passent là aussi à la maille, il faudra qu'on le retravaille pour la séance, mais je suis d'accord sur l'esprit. Donc oui pour le CL100 qui est mieux rédigé, mais qui reste encore avec un angle mort. Monsieur Bernalicis. Ouais. Moi, je pense qu'il ne faut pas préciser, en l'occurrence. Il faut que tous ceux qui soient utilisateurs, professionnels ou non, tous ceux qui sont utilisateurs du logiciel soient informés. OK, c'est déjà prévu dans d'autres dispositions pour les particuliers. Mais à la limite, il vaut mieux qu'on ait une rédaction qui soit large et qu'on n'oublie personne, plutôt que d'avoir une vision restrictive là et qu'on tombe dans différents types d'écueils. Usage professionnel qui n'est pas clairement défini, ceux qui sont professionnels mais qui ne sont pas référencés en tant que professionnels comme utilisateurs du logiciel parce qu'il y a des tas de logiciels qu'on télécharge, ils sont libres de droit, ils sont à droite, à gauche et on ne se déclare pas soi-même comme étant professionnel en tant que tel. Donc du coup, qui peut le plus peut le moins. Donc à partir du moment où on dit on informe tous ceux qui sont utilisateurs, on informe tous ceux qui sont utilisateurs, particuliers ou non. Quand bien même c'est déjà prévu par d'autres dispositions ailleurs dans le Code de la consommation. Je mets donc aux voix. Alors, je ne le mets pas aux voix, il a été retiré. Monsieur Bernalicis, vous pouvez présenter votre amendement 26. Merci, monsieur le président. Alors, moi, je pense que je ne crois pas comme ça, spontanément, en la démarche altruiste des éditeurs de logiciels qui ont, me semble-t-il, des exigences de réputation, de solvabilité, de respectabilité, qui font qu'à de nombreuses reprises dans l'histoire, des failles informatiques importantes ont été connues
des fuites de personnel de ces entreprises en question et qu'il n'y avait pas eu spontanément n'avaient pas spontanément respecté les obligations qu'elles ont déjà à l'heure actuelle au regard des particuliers, notamment quand il s'agit de données sensibles. Il y a eu plusieurs cas de figure, y compris récents. Donc moi, je pense qu'une petite amende administrative pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires permet d'instaurer une certaine forme de confiance avec les éditeurs de logiciels, de sorte à ce qu'ils obtempèrent aux diligences qu'on leur demande en la matière. Madame la rapporteure. À ce stade, l'introduction de sanctions ne me semble pas souhaitable. Le dispositif prévoit déjà une éventuelle publication de vulnérabilité en cas de non-respect de l'injonction de l'ANSSI, c'est le fameux name and shame. Je pense quand même pour un éditeur de logiciels, dissimuler une vulnérabilité qui s'avère finalement réelle porte quand même déjà un énorme préjudice. Et moi, comme je le disais dans mon propos liminaire, je reste quand même attentif à un certain équilibre des dispositions votées et aux charges qui pèsent sur les personnes et structures concernées. Mais bon, je me suis quand même renseignée sur la pertinence ou non d'ajouter des sanctions, pour être honnête, parce que c'est une question voilà, qui vient assez naturellement à l'esprit quand même. Mais à ce stade, enfin, les auteurs qu'on a... Les acteurs qu'on a auditionnés à ce sujet, ils ne me semblent pas utiles pour l'instant. Je souhaiterais rester là, quitte à envisager plus tard une évolution du dispositif si le name and shame ne fait pas son effet. Monsieur Bernalicis. Oui. La possibilité d'assister une amende administrative, c'est justement aussi la possibilité de la prendre ou de ne pas la prendre. Ça laisse aussi une latitude à l'administration, par ailleurs. On n'est pas encore dans une procédure judiciaire en tant que telle dans ce qu'on propose. Et elle était là, la proportionnalité de mettre en place une sanction. Parce que si vous ne mettez pas de sanction et que même le name and shame, il y a récemment dans notre histoire des très grosses entreprises qui ont refusé de révéler des fuites de données et ça a été connu de manière incidente. Est-ce que ces entreprises ont été mises en difficulté? Alors peut-être pendant 2, 3, 4 mois, les cotations en bourse ou les valeurs de leurs actions ont peut-être baissé un peu, mais globalement, c'est des entreprises qui continuent de fonctionner, des grands groupes internationaux. Et d'ailleurs, la plupart des gens ne sont pas, comment je vais dire ça, aux aguets de la presse spécialisée qui va faire état de ça. Parce qu'en réalité, c'est quand vous êtes vous-même, vous recherchez l'information, que vous allez la trouver. Mais globalement, des tas de gens ne savent même pas que leurs données ont été mises en ligne, piratées par des hackers et revendues, s'il n'y a pas l'information obligatoire et des services de l'État qui les contrôlent et des sanctions à la clé. Ne soyons pas naïfs en la matière. Il y a un rapport de force avec les éditeurs de logiciels, et d'ailleurs ce sont des éditeurs de logiciels qui sont parfois tout puissants et parfois seuls sur le marché. En fonction des solutions techniques qu'ils proposent. On a déjà eu ce débat à nombreuses reprises, notamment en matière de techniques de renseignement, où en réalité vous avez un logiciel, 2 sur le marché, et vous dépendez d'eux. Donc vous avez beau faire du name and shame derrière, de toute façon vous dépendez d'eux. Donc ne soyons pas naïfs et taper au portefeuille sur une personne morale, qui plus est une entreprise à but lucratif, ça me semble être une bonne dissuasion. Je mets au voie l'amendement 26 qui a reçu un avis défavorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement de discussion commune, le 1, qui le présente? Madame Leroux. Oui. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à clarifier le délai auquel sont soumis les éditeurs de logiciels pour informer les utilisateurs d'une vulnérabilité significative ou d'un incident informatique compromettant la sécurité de leur système d'information susceptible d'affecter un de leurs produits. Si une telle vulnérabilité ou un tel incident est détecté par l'éditeur de logiciel, celui-ci doit impérativement en informer les utilisateurs par un souci de transparence afin de leur permettre de prendre les dispositions qui s'imposent. Au regard des enjeux de cybersécurité en cause, il importe de prévoir que cette information doit se faire dans un délai maximum de 72 heures à compter de la découverte de la vulnérabilité ou de l'incident. Je vous remercie. Attendez, j'ai Madame Tanzili sur un amendement en discussion commune, le 49. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement précise en effet le délai dans lequel les éditeurs de logiciels informent leurs utilisateurs de vulnérabilités significatives affectant un de leurs produits ou en cas d'incident informatique compromettant la sécurité de leur système d'information susceptible d'affecter un de leurs produits. Pour une meilleure réactivité, pour une meilleure flexibilité face à la menace et pour éviter de potentiels abus, ce délai sera défini par l'ANSSI.
Madame la rapporteure. Merci. Je crois effectivement en la matière, et agissant d'une disposition déjà contraignante pour les éditeurs, il vaut mieux laisser un peu de flexibilité et ne pas prévoir des délais trop contraints. Je suis néanmoins d'accord avec vous sur un point, il faut apporter un maximum de précision à ces dispositifs, et c'est la raison pour laquelle je priorise plutôt l'amendement de notre collègue Belhamiti, le CL 49, qui prévoit donc que le délai d'information des utilisateurs est déterminé par l'ANSSI, et ça permettra vraiment une appréciation et une concréto en fonction de l'ampleur de l'incident et de la vulnérabilité. Donc défavorable au 1, favorable au Voilà. 49. Ouais. D'accord. Je mets au voie le numéro 1 qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure qui vote pour. Contre. Rejeté. Le 49, avis favorable de la rapporteure qui vote pour. Contre. Adopté. Le 25, M. Bernalicis. Merci. Alors, bon, là, c'est pour modifier la possibilité d'enjoindre avec l'obligation d'enjoindre. Je ne comprends pas pourquoi, si on constate que l'entreprise n'a pas fait ce qu'elle était dans l'obligation de faire, à savoir de prévenir les utilisateurs de la faille de vulnérabilité, je ne comprends pas pourquoi on se laisse juste la possibilité de le faire. Soit on dit, si vos données personnelles ont été compromises en tant qu'utilisateur, vous avez le droit d'avoir cette information et d'en tirer les conséquences, y compris de pouvoir en tirer les conséquences pour vous-même, votre entreprise, etc. Et là, on est sur une possibilité. Est-ce que c'est encore cette volonté d'être sympa, on va le dire comme ça, avec les éditeurs de logiciels, parce que quand même, on dépend largement d'eux. Il ne faudrait pas trop les brusquer, sinon ils ne voudront plus nous vendre leur logiciel à ces conditions-là. Est-ce que c'est ça l'objet de la discussion? Auquel cas, il est peut-être urgent qu'on se dote des moyens propres, souverains, de pouvoir développer nos propres solutions informatiques, mais ceci est un autre débat. Madame la rapporteure. Non, c'est vous, c'est votre avis. Bon, même avis que l'amendement CL1 précédent, il faut quand même que le dispositif reste souple et conserve sa proportionnalité. Une publication obligatoire me paraît aller trop loin dans le sens d'une rigidification trop forte du texte. La décision d'information et de publication doit rester à la main de l'ANSSI, qui appréciera là aussi concrètement s'il y a nécessité au regard de l'ampleur de la vulnérabilité ou de l'incident. Parce que le problème, c'est aussi des incidents informatiques, il y a tous les jours. Monsieur Bernalicis. Mais on fixe un principe dans la loi, là, on dit, voilà, s'il y a une faille de vulnérabilité importante, significative, c'est vous qui l'avez ajouté tout à l'heure, hein, pas moi, vous dites, on doit en avoir communication, et d'ailleurs les utilisateurs aussi. C'est ça que dit le texte, hein, jusque quelques alinéas au-dessus. Et la conséquence que vous en tirez, c'est que s'ils ne le font pas, alors l'ANSSI peut leur demander de le faire. Mais si on leur fixe comme obligation juste à 2 alinéas au-dessus, il faut en tirer la conclusion. S'ils ne le font pas, alors il faut le faire. Enfin, je veux dire, c'est pas, il y a une logique quand même. Vous pouvez pas vous dédire et vous déjuger 2 alinéas plus loin, quoi. Soit c'est une obligation, soit c'est pas une obligation. Ou alors c'est justement une obligation de façade parce qu'en fait, en réalité, on va toujours négocier, regarder, et qu'à la fin, c'est celui dont les données, celle ou celui dont les données ont été compromises, qui est soumis à l'arbitraire de rapport de force entre l'ANSSI et les éditeurs de logiciels. Et ça, pour moi, je pense que ce n'est pas une bonne option. S'il y a un droit à connaître l'information de la vulnérabilité quand on est concerné, alors il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Monsieur Hatton. Oui, merci Monsieur le Président. Je me suis posé la même question de savoir s'il fallait qu'on fasse une injonction obligatoire, mais à la discussion avec les éditeurs, avec l'ANSSI, avec un certain nombre de personnes au moment des auditions et en dehors, la vraie difficulté, c'est que si jamais on a une faille de sécurité qui est identifiée, mais qu'on n'a pas le patch correctif, à ce moment-là, on crée un appel d'air en termes de vulnérabilité. Donc il faut pouvoir, à un certain moment, laisser la souplesse à l'ANSSI de dire la faille de vulnérabilité a été découverte. On n'a pas encore eu le temps d'avoir un patch, un correctif, pardon, pour être français, un correctif sur les lignes de code qui permet d'éviter la vulnérabilité. Et si on la rendait publique, ça serait les hackers s'engouffreraient dedans. Non, mais on est bien d'accord, mais on a des soucis parce que justement, on a des logiciels qui sont intégrés dans d'autres logiciels, et donc qui est un assemblage, et donc les versions correctives ne pourraient ne pas être compatibles en totalité avec le logiciel. Et donc on aurait une faille de vulnérabilité qui perdurerait. Donc la vraie question, elle est là. C'est pour ça que je ne l'avais pas fait. Et vraiment, je conçois que ça serait intellectuellement dans le texte de loi important, mais ça serait opérationnellement une vraie difficulté, parce que ça ferait des appels d'air si on devait avoir des informations, même dans la question des délais, etc. Il faut qu'on ait les correctifs à chaque fois.
Bien, je mets aux voix l'amendement de M. Bernalicis qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement suivant, le 68, qui le défend? Monsieur Guiton. Merci, Monsieur le Président. L'article 34 sur lequel porte cet amendement met en place un dispositif de remontée des vulnérabilités significatives et des incidents informatiques des éditeurs de logiciels à l'ANSSI. La disposition qui nous intéresse prévoit la possibilité de la publication par l'ANSSI des vulnérabilités si l'entreprise n'informe pas les utilisateurs, et cela même si la vulnérabilité n'a pas été remédiée. Autant dire que la méthode, une sorte de chantage déguisé, interpelle. Disons-le, ce sont des méthodes de hackers. Vous autorisez aussi l'ANSSI à divulguer des données compromettantes pour faire plier sa cible. Comment justifier une telle doctrine? Comment expliquer qu'on donne à une agence qui dépend du gouvernement le pouvoir d'exposer des entreprises à des attaques de hackers, Madame le rapporteur notamment? Cette véritable épée de Damoclès qui pèse au-dessus de la tête des entreprises récalcitrantes ne peut pas être le moyen d'obliger les entreprises à remédier aux incidents et aux vulnérabilités. Le RN ne peut donc pas adhérer à l'application d'un tel système. S'ajoutent à cela les questionnements d'ordre pratique et juridique. Si demain, une entreprise dont les failles ont été publiées par l'ANSSI est attaquée, qui sera responsable de l'attaque? L'entreprise ou l'ANSSI? Vers qui la victime se tournera-t-elle pour demander réparation? Quand une mesure soulève plus de questions qu'elle n'en règle, c'est qu'elle doit être réécrite. C'est le but de l'amendement que je propose, que mon collègue Lopez Liguori propose, qui redresse le dispositif en faisant échec à la publication des vulnérabilités, mesure insensée qui expose les entreprises à des cyberattaques. Les entreprises devront avoir remédié à la faille au préalable pour qu'elle ne puisse être exploitée lors de l'éventuelle publication. C'est la moindre des choses pour éviter toute attaque et c'est l'amendement que nous défendons aujourd'hui avec le groupe RN. Madame la rapporteure. Bon, on a eu quasiment la discussion juste sur les amendements avant. Il faut laisser à la main de l'ANSSI les modalités de publication et de l'information pour les besoins de flexibilité et pour les besoins opérationnels qu'on a déjà évoqués. Donc, avis défavorable. Je mets à Monsieur Guiton. Mais, Madame la rapporteure, vous êtes quand même d'accord avec moi que l'ANSSI n'est pas indépendante du gouvernement et c'est bien ça qui pose problème sur le fond. Monsieur Latombe. Oui, c'est parti de la même réflexion que tout à l'heure sur la question de l'injonction. Est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on laisse le peut? Si on prend votre amendement, chers collègues, ça veut dire que l'autorité, enfin l'ANSSI, ne peut pas procéder tant qu'il n'y a pas de remédiation à la vulnérabilité. Donc ça veut dire que pour être équilibré, il faudrait aussi que vous ayez auprès de l'ANSSI la possibilité pour l'ANSSI d'enjoindre à réparer la vulnérabilité. Parce que si vous dites, là, tel que c'est fait, il suffit que l'éditeur de logiciel ne remédie pas à la vulnérabilité et on ne lui publie pas. Et l'ANSSI est coincée dans le fait qu'elle ne puisse pas le publier. Donc il manque cette souplesse dans l'articulation. C'est pour ça que la question de se poser tout à l'heure sur l'injonction directe ou pas, et pose la question sur celui-là aussi. C'est peut-être simplement une question de réécriture, mais là, il y a un déséquilibre, parce que ça briderait totalement l'ANSSI dans sa capacité à informer et à enjoindre. Donc on vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement numéro 100, Madame la rapporteure. Bon, cet amendement prévoit une information des seuls utilisateurs professionnels en cas de vulnérabilité des produits. Il allège ainsi la charge que fait peser cette disposition sur les éditeurs sans méconnaître la portée ni l'objectif de l'article. Je mets aux voix l'amendement de la rapporteure. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Le 32, Madame Le Henaf. Merci, Monsieur le Président. Si certaines dispositions législatives actuelles s'appliquent aux éditeurs de logiciels, ces derniers n'y sont pas expressément définis. Dans un souci de clarté et d'identification des acteurs concernés, notamment par les dispositions de l'article 34 de la loi de programmation militaire, il convient d'apporter un éclairage sur la notion, je dirais même la définition, d'éditeur de logiciels. Aussi, nul ne pourra prétendre se soustraire aux dispositions du présent article dès lors que son activité correspond expressément à la définition retenue. Nous proposons la définition suivante. Toute personne assurant la conception, le développement, l'exploitation et la commercialisation de produits logiciels est un éditeur de logiciels. Cette définition s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence rendue en la matière. Merci. Alors, je suis favorable à tout amendement qui apporte davantage de clarté dans la loi et soutient donc l'ajout d'une définition des éditeurs de logiciels à l'article 34 dans le principe. En revanche, la rédaction actuelle conduirait à exclure les éditeurs de logiciels libres, ce qui fragilise les dispositifs juridiques. Je vous propose de retirer cet amendement en vue d'un travail de définition dans la perspective de nos débats en séance publique. Madame Benanf. Donc, je retire
Par conséquent, cet amendement est dans l'attente également avant la séance d'une réécriture de celui-ci. Merci. Monsieur Vico pour le 11. Défendu, madame la rapporteure. Avis défavorable. Défavorable, qui vote pour? Qui vote contre? Rejeté. Amendement 95, madame la rapporteure. Alors, toujours dans une logique de clarification de la lettre du texte, cet amendement précise la portée de l'article 34 en y intégrant la définition de l'incident informatique telle que formulée par la directive NIS 2, qui est à venir. Oui, cette définition n'existant pas encore en droit français, mais est en négociation au niveau européen. Je mets aux voix l'amendement de la rapporteure. Qui vote pour? Qui vote contre? Adopté. Le 27, monsieur Bernalicis. Oui, donc là, on s'est dit que c'était pas mal que le décret soit pas juste en Conseil d'État, mais aussi pris après l'avis de l'ARCEP, parce que là, ils sont pas dans cet article-là, on les a pas mis. On part du principe qu'ils sont là, mais on l'a pas écrit, on l'a pas précisé. Donc on était favorable à ce que cette précision soit ajoutée, vu que c'est l'autorité de régulation. Et comme ça a été dit tout à l'heure, par vous-même, madame la rapporteure, la garantie de l'intégrité, on va dire ça, de l'ANSSI est consubstantielle à la capacité de contrôle de l'ARCEP. Madame la rapporteure. Alors, je ne suis pas défavorable à cet amendement, mais j'attire votre attention sur le fait que l'article 34 qui vise à alerter l'ANSSI et les utilisateurs de logiciels en cas de vulnérabilité et d'incidents informatiques significatifs n'entre pas dans le périmètre de l'ARCEP, qui est le régulateur des communications électroniques. Cet ajout ne me paraît donc pas vraiment fondé en droit. Au demeurant, il n'a pas été demandé par l'ARCEP ni dans son avis, mais néanmoins avis favorable. Avis favorable. Je mets aux voix l'amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Le 33, madame Le Henaf. Alors cet amendement est un amendement de repli, donc qui est la demande suivante. Le décret d'application devrait préciser notamment le type de vulnérabilité et d'incident informatique que les éditeurs de logiciels sont tenus de signaler à l'ANSSI. Madame la rapporteure, pour votre amendement, puis pour votre avis. Alors, votre amendement est semblable à mon amendement CL 98. Il prévoit en effet que le décret en Conseil d'État indiquera les critères d'appréciation du caractère significatif de la vulnérabilité ou de l'incident, mais le CL 98 précise en plus que ces critères se fonderont sur des pratiques et standards internationaux communément admis. Il s'agit en particulier du système d'évaluation CVSS, donc le score de vulnérabilité, qui fait office de référence en la matière. Conséquence, je vous demande à nouveau de retirer votre amendement au profit du mien. Merci. Alors, retrait, madame Le Henaf. Oui, je le retire. Monsieur Latombe. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, le 98 permet d'avoir une information qui est effectivement du droit administratif, les pratiques et standards internationaux communément admis. Donc on est bien dans un décret, dans du réglementaire et pas du législatif, ce qui pouvait éventuellement ne pas être le cas avec le CL 33. Donc nous avions un avis favorable pour plutôt le 98 sur la partie réglementaire, parce qu'il faut absolument que le législateur prenne ses responsabilités et laisse à la partie réglementaire ce qui appartient uniquement au réglementaire. Donc je mets aux voix l'amendement de la rapporteure, le 98, qui vote pour, qui vote contre, adopté. L'article 34, qui vote pour, qui vote contre, adopté également. Le 35, amendement identique de suppression, monsieur Vico. Oui, monsieur le Président. Allez-y. C'est bon? Oui. Oui, monsieur le Président, c'est un amendement qui vise à maintenir les missions de l'ANSSI dans leur cadre actuel, dans la mesure où l'évolution envisagée nous paraît incertaine dans sa portée, puis surtout ça a été évoqué à plusieurs reprises dans le contrôle effectif par l'ARCEP. Et on le sait, ça permettrait notamment à l'ANSSI de détecter des attaques en recueillant des données auprès des opérateurs de télécommunications. Et si effectivement, on l'a dit tout à l'heure, ça paraît pertinent, l'accès à ces données de contenu dans un cadre d'emploi peu précis nous semble insuffisamment justifié et encadré. Et puis il y a aussi la question de la concurrence pour des activités proches des cadres de contrôle entre les services de renseignement, relevant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et l'ANSSI, qui, elle, relève de l'ARCEP. Par conséquent, nous souhaitons, par cet amendement, supprimer le 35. Monsieur Latombe pour le suivant.
Oui, conformément à ce que j'avais dit en discussion générale et malgré des petites péripéties sur les articles 32, 33, je l'ai dit, je fais confiance à la rapporteure et je fais confiance au ministre chargé du numérique, ministre délégué au numérique, pour améliorer les points qu'on avait identifiés sur les articles précédents. Cet article 35 pose un problème quand même très clairement d'équilibre qu'il va nous falloir absolument travailler parce que nous avons des incohérences, des contradictions avec l'article 34 points du Code des postes et des communications. On a des données qui sont extraordinairement importantes en volume et même si aujourd'hui on nous explique que le cache DNS n'est pas une donnée personnelle identifiante, ça permet, quand on les agrège, d'avoir une vision assez exhaustive de ce qui a pu se passer, soit sur un site, soit sur un serveur par une personne. Ça ressemble un peu à la définition que la Cour de justice de l'Union avait commencé à apporter sur les métadonnées de connexion des opérateurs de téléphonie. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'il nous faut absolument contraindre le cadre de l'article 35 si nous voulons qu'il soit conventionnel et peut-être en partie constitutionnel. Monsieur Bernalicis pour le 37. Oui, c'est un amendement de suppression également parce qu'on va démultiplier les dispositifs, donc les marqueurs techniques. Vous, Madame la rapporteure, qui disait tout à l'heure à l'article 32 qu'on faisait une confusion, vous reprochez ça au collègue Jordanov avec les services de renseignement. Là, c'est même plus une confusion avec les services de renseignement, c'est quasiment la même chose en fait. C'est le même type de dispositif. Et je comprends en fait, je comprends la logique. Je veux dire, il y a des vulnérabilités, il y a une menace, on a besoin d'avoir de l'information, d'anticiper, de pas être uniquement en réaction. Je le comprends, mais j'ai pas l'impression que l'ANSSI soit suffisamment capé à ce stade, doté, que ce soit en moyens humains, en garantie, encore une fois, qui vont en face pour démultiplier ce genre de capteurs de masse et qui vont nous faire encore d'ailleurs dépendre de solutions logicielles pour analyser tout ça, qui ne sont pas des solutions souveraines par ailleurs. Donc je pense qu'il faut y aller avec plus que des pincettes et qu'en l'état, cet article n'apporte pas les garanties suffisantes pour pouvoir aller au-delà de ce que permet déjà la réglementation actuelle, puisque la réglementation actuelle permet déjà de faire des choses. Et j'ose espérer que si les services de renseignement, qui eux ont des prérogatives bien plus larges, avaient connaissance d'une faille, d'une menace quelconque, j'ose imaginer qu'ils préviendraient amicalement, dans le cadre de l'intérêt général, l'ANSSI pour opérer ensuite des contrôles plus avancés, plus poussés et écarter la menace. Monsieur Guiton pour le 69. Merci, Monsieur le Président. Nous aussi, nous proposons de supprimer cet article qui est un petit peu fourre-tout par excellence. Les arguments qui nous ont convaincus de la nécessité de la suppression de cet article, qui étant les capacités de détection des acteurs de la cyber, sont nombreux. Si nous reconnaissons bien sûr la nécessité de sauvegarder l'ordre public, les moyens utilisés dans cet article sont soit trop larges, soit flous, soit inutiles, soit inapplicables. Voulons-nous vraiment que ce soit transmises des données de contenu à l'ANSSI sans même une décision d'un magistrat, sans consultation de la CNIL? La suppression de l'assermentation des agents habilités est-elle vraiment nécessaire? L'ARCEP a-t-elle la capacité opérationnelle d'assurer les missions qui lui seront confiées? À toutes ces questions, nous répondons que non. Sur ce dernier point, l'ARCEP l'a elle-même reconnu, pointant, je cite, que son organisation et son mode de fonctionnement ne lui permettent pas d'assurer une réactivité opérationnelle courte. En plus des problèmes pratiques et organisationnels qu'il pose, les mesures portées par cet article sont donc gravement attentatoires aux libertés, sans nous convaincre sur les garanties apportées derrière. Nous attendons aujourd'hui une réécriture complète de cet article, plus respectueuse des libertés, plus précise aussi, qui prend en compte les différents enjeux que nous avons ensemble voté et évoqué depuis ce matin. Et en attendant la séance, la suppression de l'article est bien évidemment nécessaire. C'est ce que nous demandons aujourd'hui par cet amendement. Et sur le fond, depuis le début au Rassemblement national, nous défendons évidemment la sécurité des biens et des personnes en dotant notamment les forces de sécurité de moyens et de nouvelles technologies qui sont nécessaires. Mais derrière, nous sommes aussi pour la sécurité des données et ce texte ne nous semble pas assurer la sécurité des données suffisamment, qui est aussi essentielle à la sécurité de tous les Français. Bien. Donc, Madame la rapporteure, votre avis sur ces amendements? Merci, Monsieur le Président. Je rappelle quand même que cet article ne s'inscrit absolument pas dans une finalité de captation de données à caractère personnel, mais vise uniquement à mieux détecter une attaque en récupérant les configurations et les détails des codes malveillants utilisés par l'attaquant.
les données qu'il a dérobées, les journaux de connexion de l'attaquant, ainsi que les éléments permettant de déchiffrer le trafic malveillant, impossible à détecter avec de simples marqueurs techniques. Maintenant, j'entends les inquiétudes. Bon, il y a déjà des garanties prévues, un ciblage préalable de la machine compromise faisant l'objet de la copie. Concrètement, l'ANSSI devra motiver sa demande en fournissant un dossier circonstancié, analysant au préalable la menace qui justifie le recours à la technique de recueil. Je pense aussi au contrôle de l'application de ces nouvelles mesures par l'ARCEP, qui sera saisie en amont de tout enclenchement du dispositif et pourra, si elle l'estime fondé, refuser à l'ANSSI l'engagement de la procédure. Par ailleurs, la durée de conservation des données utiles qui a été réduite à 2 ans au lieu de 10 ans dans le dispositif actuel. J'ai d'ailleurs sollicité l'ANSSI afin de connaître les volumes estimés de recours à l'article. S'agissant des dispositions enclenchées uniquement pour les menaces graves sur les administrations publiques et opérateurs stratégiques, l'ANSSI estime qu'environ 50 copies de serveurs pourraient avoir lieu par an et une vingtaine de captations de flux réseau. C'est un nombre qui paraît proportionné au regard de l'objectif de lutte contre les menaces à la sécurité nationale poursuivi. Par ailleurs, dans la continuité du dispositif existant, les garanties d'ores et déjà existantes dans le droit sont maintenues. Les demandes ne portent que sur les périmètres d'opérateurs présentant une sensibilité particulière, autorité publique OIV, OSE, et pour une durée limitée, et ont toujours pour finalité la prévention et la caractérisation des menaces. Les données ne seront obtenues et exploitées que par des agents individuellement désignés et spécialement habilités, mais là, on va encore revenir dessus. Et la destruction immédiate des données par l'ANSSI est prévue par notre droit, dès lors que celles-ci sont jugées inutiles pour la prévention et la caractérisation de la menace. En revanche, je ne suis pas favorable à la suppression. J'entends néanmoins, comme je disais, les inquiétudes et je souhaitais apporter quelques modifications et garanties complémentaires. D'une part, en exigeant des précisions sur le type de données faisant l'objet d'un recueil. D'autre part, en prévoyant la consultation de la CNIL avant la prise du décret. Enfin, en circonscrivant l'utilisation de l'article aux situations les plus graves menaçant la sécurité nationale. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces amendements de suppression. M. Bernalicis. Ouais, pour compléter les choses qui intriguent dans cet article et qui m'avaient un peu interpellé, ces alinéas 21 et 22, sur la possibilité qui est donnée d'ailleurs à l'ANSSI de fournir les marqueurs en tant que tels aux opérateurs, charge à eux de les exploiter et de signaler les failles que révèlent ces marqueurs à l'ANSSI. Et donc on a même une forme de sous-traitance directe d'usage de ces capteurs de données de masse sous le contrôle des opérateurs. Bon, vous allez me dire, déjà les opérateurs ont accès à tout ce qui les concerne, donc à la limite, ah oui, enfin bon quand même. Ça me semble, ou alors je comprends pas bien quels sont les enjeux techniques et les garanties qui sont offertes avec ça, mais ça me semble être un élément supplémentaire de porosité entre les opérateurs qui ont des buts qui sont pas forcément les mêmes que ceux de l'intérêt général. Ça peut être consubstantiel, c'est sûr, mais pas forcément que. Et le but d'intérêt général qui est celui de l'ANSSI est de protéger nos concitoyennes, nos concitoyens, nos entreprises et nos intérêts nationaux. Donc raison de plus pour se dire, oula, je ne sais pas si on veut franchir ce cap dans ces conditions-là, sans études préalables, comme ça, dans la loi de programmation militaire. Qu'on ait un travail à part entière sur le sujet, pourquoi pas, mais là, ça me semble vraiment porter trop de problématiques en un seul et même article. Bien, donc je vais mettre aux voix ces amendements. Qui vote pour? Qui vote contre? Ils sont rejetés. Amendement 62 n'est pas défendu. L'amendement 70, Monsieur Guiton. Oui, merci Monsieur le Président. Donc c'est un amendement de repli qui a pour but la suppression de la possibilité pour l'ANSSI de recueillir des données de contenu. Les alinéas en question prévoient en effet un élargissement des données que cette agence peut obtenir
alors que dans cette version actuelle, la loi ne permet de recueillir que les métadonnées. Concrètement, cela veut dire qu'en cas de menace susceptible de porter atteinte à notre sécurité nationale, l'ANSSI, qui, je le rappelle encore, dépend du SGDSN placé lui-même sous l'autorité du Premier ministre, pourrait être en possibilité de recueillir une multitude de données sensibles qui transitent sur tous les réseaux. Le peu de garanties que vous proposez ne sont pas de nature à nous rassurer, loin de là. Comme je le disais précédemment, l'ARCEP a fait part de son inquiétude, car elle n'est pas en capacité de faire face à la charge que représente cette obligation supplémentaire et évidemment n'a pas assez de moyens. Avec cette incapacité pratique de l'ARCEP s'ajoute encore et toujours cette même problématique que nous continuerons de soulever. Les alinéas que nous examinons mettent en place des mesures intrusives, mises en place sans décision préalable de l'autorité judiciaire, qui ne sont pas assez encadrées. Toute atteinte aux libertés doit attirer notre vigilance. Le droit à la vie privée, au secret des communications ou à la liberté d'expression sera toujours au cœur de nos préoccupations et nous n'aurons de cesse de les défendre, évidemment, en coordination, en alignement avec la sécurité que nous devons à nos compatriotes. C'est ainsi que face à cette mesure particulièrement attentatoire aux libertés et dont le champ est beaucoup trop large, nous n'avons d'autre choix que de demander la suppression de ces alinéas. C'est le but de cet amendement. Je vous remercie. Même argumentaire que précédemment, donc avis défavorable. Je mets aux voix. Merci, Monsieur le Président. Depuis la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019-2025, en particulier en son article 34, les dispositions du Code de la défense confèrent à l'ANSSI le pouvoir de mettre en place, lorsqu'elle a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information, des autorités publiques notamment, des marqueurs techniques. Eu égard au renforcement des capacités de détection de l'ANSSI, laquelle devra soumettre à l'ARCEP tout projet de collecte de données malveillantes, le présent amendement vise à s'assurer que la collecte de données ne s'effectuera qu'aux fins de garantir la défense et la sécurité nationale. Oui, c'est un amendement identique. Il faut absolument qu'on limite la portée de l'article 35. Ce que la loi précédente, la loi de programmation militaire précédente avait fait dans son article 34, nous paraît absolument nécessaire à reprendre, à mettre dans l'article 35. Ne pas le faire conférerait à l'ANSSI un pouvoir sur l'intégralité de... Enfin, il pourrait poser des sondes pour n'importe quel motif, sans limitation. Et on voit bien que poser des sondes sur des réseaux aujourd'hui est tellement attentatoire aux libertés qu'il faut absolument qu'on ait des finalités qui soient des finalités limitées. On est dans le cadre d'une loi de programmation militaire. Il faut qu'on puisse intégrer le fait que ça soit pour garantir la défense et la sécurité nationale et pas au-delà. Merci. Je partage l'objectif de votre amendement, mais vous propose plutôt d'adopter le CL 101 qu'on a discuté hier avec le gouvernement et le CGDSN et qui partage, me semble-t-il, le même objectif que le vôtre. Donc, demande de retrait. Madame Henaf, Monsieur Letombe. Non, je ne retire pas mon amendement. Monsieur Letombe. Non, l'amendement 101, Madame la rapporteure, n'a rien à voir avec l'amendement 34 et 45, puisqu'on est sur les finalités. On est uniquement sur la question de la défense et de la sécurité nationale. Or, votre amendement est beaucoup plus large puisqu'il parle des systèmes d'information. Il parle des systèmes d'information et modifie le texte en disant uniquement sécurité nationale. Ben non. Enfin, c'est pas simplement ça. C'est aussi la défense. C'est aussi un certain nombre de sujets. Donc, il faut absolument qu'on maintienne ces amendements. Bien, donc je les mets aux voix. C'est amendement. Pardon. Madame la rapporteure, vous vouliez dire un mot? Non. Non. Vous exprimez tout à l'heure sur le 101. Oui, mais en fait, je comprends le souci des collègues. Attendez, avec le micro. Oui, peut-être, mais je comprends le souci des collègues. C'est une question que je me suis quand même posée moi aussi. Bon, c'était le sujet, comme on avait dit, défense et sécurité nationale, qui posait un peu un problème, mais à la limite, je suis prêt à retirer le mien en faveur de... Donc vous donnez un avis favorable à ces amendements identiques et vous retirez le 101. Voilà. D'accord. Donc avis favorable à ces amendements identiques. Qui vote pour? Qui vote contre? Adopté. Voilà. Et donc je le retrait du 101 également. Je regarde juste si ça fait tomber. Ça fait pas tomber le 2 normalement. Donc le 2, vous pouvez le défendre. Mais il est satisfait. Donc ça, vous le retirez? Le 2 est retiré parce que satisfait. Le 3, vous pouvez y aller, Monsieur Vico. Merci, Monsieur le Président. Toujours dans un objectif de cadrage, finalement. C'est un amendement qui
qui demande de rédiger finalement l'alinéa 4 après avis conforme de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes, de la distribution, de la presse et des dispositifs. Le reste étant sans changement. L'idée, c'est de conditionner la mise en œuvre des marqueurs techniques à un avis conforme et préalable de l'ARCEP. On l'a dit à plusieurs reprises, hein, ce sont des dispositifs de collecte particulièrement intrusifs quelque part, et que leur mise en œuvre, à notre avis, nécessite que soient mises en place toutes les garanties en matière de droits et libertés publiques. Alors, le dispositif juridique relatif aux marqueurs techniques prévoit déjà un contrôle a posteriori de l'ARCEP. Il s'agit en effet d'une possibilité qui existe depuis la précédente LPM, qui a été validée telle qu'elle par le Conseil d'État, éprouvée en pratique par les acteurs et que personne n'a remis en cause au cours des auditions que j'ai menées. Alors, j'estime utile de prévoir un avis a priori de l'ARCEP dans le cadre du recueil de données, mais dans le cadre des marqueurs techniques, j'estime qu'il s'agirait d'une restriction trop importante et injustifiée au regard des objectifs poursuivis, la protection de nos institutions et des opérateurs vitaux et essentiels contre les cyberattaquants. Donc, avis défavorable. Monsieur Vico. L'objectif poursuivi est tout à fait louable, évidemment, mais il peut parfaitement s'articuler avec un avis préalable garantissant le respect des droits et libertés. Bien au contraire, ça me paraît tout à fait compatible. Je mets aux voix l'amendement de Monsieur Vico qui a reçu un avis défavorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Rejeté. Amendement de 63, pas défendu. Le 82, rédactionnel. Qui vote pour? Qui vote contre? Adopté. Le 4, Monsieur Vico. Oui, Monsieur le Président. Oui, c'est un amendement qui vise à prévoir explicitement que les décisions prises dans le cadre de l'article 35 pourront être soumises au juge administratif suivant la procédure du référé liberté. On l'évoquait tout à l'heure en DG. Hein, si les mesures prises répondent aux conditions prévues pour l'utilisation du référé liberté, c'est-à-dire la notion d'urgence et la notion d'atteinte à une liberté fondamentale, eh bien, il s'agit d'un amendement qui garantira la clarté de la procédure. Madame la rapporteure. Même avis que votre amendement CL5 sous l'article 32 qui portait le même dispositif, avis défavorable. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement 64, pas défendu. Le 94, Madame la rapporteure. Donc, objet de l'amendement, décret à prendre après l'avis de la CNIL et de l'ARCEP. Donc, je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Le suivant, le 97, Madame la rapporteure. Voilà, dans un souci de proportionnalité du dispositif, cet amendement prévoit que les décrets d'application précisent les informations et catégories de données conservées. Je mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Adopté. Discussion commune sur des amendements identiques. Monsieur Vico pour le 13, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, toujours dans le même esprit de cadrage de l'ensemble de ces dispositifs qui sont quand même évolutifs en matière de compétences de l'ANSSI, c'est un amendement qui vise à maintenir l'exigence d'assermentation des agents de l'ANSSI recueillant les données auprès des acteurs numériques, après que l'article étant le périmètre des données qui sont potentiellement recueillies. Donc une garantie supplémentaire. Madame Le Henanf, le 35. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement propose de maintenir l'assermentation et l'habilitation des agents de l'ANSSI tels que prévu dans la version actuelle de l'article du Code de la Défense. S'il s'agit d'une garantie exigée par le Conseil constitutionnel, dans le seul cas où les agents concernés ont pour mission la recherche ou la poursuite d'infractions pénales, il n'en demeure pas moins qu'eu égard au caractère particulièrement sensible des données concernées, il serait préférable de maintenir ces exigences, c'est-à-dire uniquement l'assermentation. Monsieur Latombe, le 46. Oui, merci Monsieur le Président. Pour compléter ce qu'ont dit mes collègues, et je pense qu'on a une certaine unanimité sur le sujet, l'ARCEP nous dit même dans son avis qu'elle ne comprend pas pourquoi on supprime l'assermentation. Si même l'ARCEP le dit, je pense qu'il faut qu'on les écoute. On cherche à faire en sorte que le dispositif soit proportionnel, que les finalités soient les plus circonscrites possibles. Nous devons écouter l'autorité de contrôle et donc ne pas supprimer cette assermentation qui est un mauvais signal vis-à-vis de nos concitoyens pour la confiance qu'ils pourraient avoir envers
une institution qui est l'ANSSI, qui n'est pas, je le rappelle, une autorité administrative indépendante, mais un service administratif. Et donc, il faut absolument qu'on puisse maintenir ce lien de confiance. Madame Chassagnol, le 53. Je ne vais pas revenir sur les arguments qui ont déjà été donnés. Les débats qu'on a le prouvent, ça reste des données sensibles qui sont manipulées, auxquelles ont accès les agents de l'ANSSI. Donc effectivement, on est aussi d'accord pour ne pas supprimer cette assermentation qui permet de conserver la confiance dans l'agence. Madame Lelouis, le 55. Si je me réjouis que cet article 35 du projet de loi programmation militaire donne enfin en partie la capacité à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de disposer de capteurs informatiques au sein d'infrastructures variées pour détecter les cyberattaques et corriger la communication faite par ces dernières et de communiquer ces données à d'autres services de l'État, notamment les services de renseignement, un point à l'alinéa 11 a attiré mon attention à propos des besoins de la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs. L'amendement que je défends ici vise à conserver dans le Code de la défense le terme d'agent assermenté que vous voulez supprimer, alors que ces personnes assermentées ont un niveau d'habilitation différent et plus spécialisé dans des conditions fixées par décret. À travers la suppression de ce terme d'assermenté, j'y vois en réalité une volonté de supprimer les postes de ces mêmes personnes assermentées. Vous supprimez un mot comme ça dans une loi, et en fait, ce sont des postes et des agents que vous supprimez. Je suis donc inquiète pour ces gens qui perdraient leur travail à cause de vous et me demande qui les remplacera avec autant d'efficacité. N'est-ce pas là une volonté de contourner les spécialistes pour faire un peu plus ce que vous voulez? Les potentiels abus ou erreurs sont à craindre puisque ce ne seront plus des agents ayant effectué un serment spécial pour une tâche particulière qui se consacreront à celle-ci, mais des habilités, peut-être moins formés et moins protégés. Aussi, Madame la rapporteure, votre examen m'apparaît inexact. On ne peut pas connaître une infraction avant qu'elle ne soit commise. L'assermentation n'est pas nécessaire pour tous, comme prétendu, et les assermentés ne sont pas plus en danger que les autres, comme vous le prétendez. Face à un projet de loi inexact, je souhaite donc protéger à la fois les agents comme les Français à travers cet amendement. Je vous remercie. Le 65 n'est pas défendu. Le 93, Madame la rapporteure. Alors, l'assermentation des agents est une garantie exigée pour se charger de rechercher ou poursuivre des infractions pénales, ce qui n'est pas le cas des agents de l'ANSSI ciblés à cet article. Selon l'étude d'impact, cette assermentation s'applique ainsi à la quasi-totalité des agents de la sous-direction des opérations de l'ANSSI, soit près de 200 agents sur un total de 280. C'est une procédure lourde, l'assermentation pour les agents. Mais j'entends les craintes que cet article peut inspirer, bien qu'il soit assorti de garanties. Il me paraît donc utile de maintenir l'assermentation des agents de l'ANSSI. C'est l'objet de cette série d'amendements. Avis favorable. Je me vois ces amendements identiques avec avis favorable de la rapporteure. Qui vote pour? Qui vote contre? Ils sont adoptés. Voilà. Le 83, amendement rédactionnel. Qui vote pour? Qui vote contre? Adopté. Même vote pour le 84, même vote pour le 86, même vote pour le 85. Je mets aux voix l'article 35. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Après l'article 35, j'ai un amendement 17 de Madame Le Henanff. Alors, cet amendement vise, Monsieur le Président, à rendre obligatoire pour les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels l'identification de leurs données sensibles et la prise de mesures techniques et opérationnelles pour protéger ces dernières. La protection des données sensibles, qui plus est de ces opérateurs, est un enjeu majeur qui s'inscrit dans la démarche de souveraineté numérique du gouvernement. Aussi, cet amendement traduit une attente réelle de la part de l'ensemble des acteurs de l'écosystème, mais également de parlementaires qui travaillent sur le sujet depuis plusieurs années. À titre personnel, je souhaite que nous puissions rapidement inscrire dans la loi une telle disposition. C'est un sujet essentiel et qu'il devient urgent de traiter. C'est pourquoi j'ai souhaité que nous l'abordions dans le cadre de cette LPM. Toutefois, nous n'en sommes encore qu'à l'examen en commission. C'est pourquoi je me tiens à la disposition de la rapporteure pour que nous retravaillions ensemble à une réécriture de cet amendement en vue de la séance. Je vais donc retirer cet amendement. Monsieur Latombe, vous avez un amendement identique. J'ai un amendement identique, je ne le retirerai pas. Je souhaite qu'il soit inscrit dans le texte pour qu'on puisse avoir le débat de la réécriture en séance. Je vous donne 3 exemples. Doctolib, aujourd'hui, est hébergé par une plateforme américaine. Si dans le cadre du DSA-DMA, dont nous allons être saisis par le ministre du Numérique dans quelques jours, AWS devait avoir un conflit commercial avec Doctolib et bloquait l'accès à Doctolib à ces données,
comment ferions-nous pour prendre des rendez-vous médicaux, d'autant que ce n'est pas simplement la médecine de ville, mais c'est maintenant tous les hôpitaux qui sont sur la plateforme Doctolib. Donc on est sur un opérateur de services essentiels qui pourrait se retrouver bloqué, donc on aurait un souci. La souveraineté permet de le corriger. Un autre exemple, Palantir, qui est un logiciel d'origine de la CIA, est aujourd'hui utilisé par un certain nombre d'opérateurs français, notamment Airbus, et pose des problèmes, et vous l'avez bien vécu dans les années passées, de conflits que nous pourrions avoir avec Boeing et d'un conflit commercial. La dépendance à un opérateur de ce type-là, qui a des informations stratégiques sur Airbus, évidemment pose la question pour notre souveraineté économique. Et des exemples comme celui-là, nous en avons depuis longtemps. Je pense notamment au Wells Data Hub, qui aujourd'hui est hébergé par Microsoft. Il y a eu une promesse du gouvernement il y a 2 ans de basculer sur un cloud souverain. Et aujourd'hui, cette promesse n'a pas été tenue par l'administration. Il semble nécessaire de l'inscrire donc dans la loi pour obliger les réversibilités et la partie souveraine. Ça n'empêchera pas un retravail en séance. C'était l'objectif d'ailleurs du sous-amendement de M. Gosselin qui ne sera pas défendu, de mettre un délai d'application à fin 2024 avec un plan de réversibilité qui serait fait par décret d'ici 2023. Merci. Je partage, comme beaucoup de collègues ici, l'objectif de votre amendement. D'ailleurs, c'est grâce à vous qu'une discussion s'est, semble-t-il, engagée à Bercy afin de répondre à la préoccupation que vous soulevez. Pour l'instant, nous n'avons pas d'étude d'impact. C'est un dispositif très lourd qui n'a pas été expertisé. Moi-même, je n'ai pas pu véritablement me faire une idée sur ce dispositif qui, paraît-il, présente pourtant des coûts importants et des conséquences en termes de concurrence qui doivent être mesurées. Donc, c'est un avis défavorable, mais en fait, dans le souci quand même de retravailler le dispositif pour la séance. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, honnêtement, je ne suis pas en mesure de donner une véritable réponse à ce dispositif. Alors, M. Lopez-Liguori et M. Schellenberger. Les traitements... Pardon, excusez-moi. Cet amendement propose dans un premier temps d'identifier les traitements de données stratégiques qui ne doivent pas être captés par des pays étrangers. Dans un deuxième temps, il prévoit que le traitement de ces données soit opéré par une entreprise française ou européenne. Donc cet amendement est le bienvenu dans une loi de programmation militaire qui finalement sur le cyber parle très peu de souveraineté, alors même que le sujet est crucial. Car nous l'affirmons depuis des années au RN, souveraineté et sécurité sont les 2 faces d'une même pièce. Nous ne pouvons accepter que des administrations, institutions, autorités publiques françaises, OIV, puissent héberger leurs données chez des entreprises américaines, chinoises ou extra-européennes. Ces sociétés peuvent être soumises à l'extraterritorialité du droit de leur pays. Cela signifie qu'en bout de chaîne, ce sont des gouvernements étrangers qui pourraient mettre la main sur les données sensibles de l'État français. Donc cet amendement est extrêmement important. Il peut être un véritable game changer pour nos entreprises. Et c'est pour ça qu'on va le voter. Merci. Je ne relèverai pas l'expression américaine qui conclut l'intervention précédente, mais je veux saluer le travail qui est mené depuis plusieurs années par Philippe Latombe sur ce sujet-là, comme par d'autres collègues sur les questions de souveraineté numérique. On sent bien que c'est un enjeu stratégique, évidemment pour notre économie, plus encore pour les données sensibles et donc la protection de chacun de nos concitoyens. Et je crois que l'exemple médical est le meilleur des exemples que l'on puisse aujourd'hui donner. Et je crois que l'étude d'impact, elle n'est pas très longue à faire. Il suffit de regarder ce que nos voisins européens ont fait et de se dire qu'il n'y a pas de raison que si eux le font, nous ne puissions pas le faire nous aussi. Voilà, le reste, c'est de la déclinaison. On a un véhicule législatif qui est là. On a encore 2 semaines d'ici à la séance pour le retravailler. Je crois qu'il est important que nous actions dès le stade de la commission que c'est un sujet qui doit figurer dans ce texte. Et nous aurons les 2 semaines qui viennent pour travailler à la correction pour des raisons voilà, pratique de co-signature d'amendements. Le sous-amendement de Philippe Gosselin ne sera pas défendu, mais vous trouverez les Républicains à vos côtés pour effectuer les corrections à la marge qui seront nécessaires en séance. Je mets aux voix l'amendement numéro 38 qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Je mets aux voix... Attendez, alors, je vous rappelle qu'on n'applaudit pas en commission, en fait. C'est pas l'école des fans, ici.
Après le vote de l'article 35, il nous faut maintenant nous prononcer sur l'ensemble des dispositions dont nous étions saisis ainsi modifiées. Qui vote pour l'ensemble des dispositions? Qui vote pour? Contre? Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Eh bien, la commission est terminée. Je vous souhaite une bonne journée.